Vous pouvez désormais visiter la maison de Claude Monet à Véteuil. Les propriétaires de la maison anciennement occupée par le peintre ont décidé de l'ouvrir pour des visites guidées. Claire et Pascal Gardy vous feront revivre la retraite du peintre et aussi les tableaux qui l'ont fait connaître. Redécouvrez La Débâcle ou encore le jardin de l'artiste que Monet a peint depuis son bateau atelier. La maison a été entièrement restaurée et des chambres d'hôtes ont été aménagées pour les plus curieux. Merci beaucoup Hugo Bouviot, nous vous retrouverons à 12h10 pour d'autres actualités proches de chez vous sur la radio du bien-être. Très bonne journée, à demain matin pour une nouvelle matinale 7h, 9h. C'est Florence qui arrive pour le bar de l'économie. Bonjour, au revoir, bonne émission. Merci. Je vous présente Christophe qui fait la matinale tous les matins de 7h à 9h. Voilà, Julien est à la technique. Bonjour Julien. Julien, il faudra juste écouter les intros parce qu'il y en a certaines qui sont trop longues dans les musiques. Et puis, lumière. C'est moi, pardon. Et puis, ça. Salut. On a une, c'est un truc vidéo, on va regarder. Bon, ok, on va voir. C'est bon? Allez, on y va dans quelques secondes. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Merci de suivre le bar de l'économie en FM, par internet ou en vidéo via notre page Facebook. Le Val d'Oise se caractérise par son territoire contrasté, regroupant 2 parcs naturels régionaux, un patrimoine historique touristique très intéressant, des zones fortement urbanisées, et puis le premier aéroport bien sûr d'Europe, des pôles d'activité économique très dynamiques, au rayonnement national et international, 9 pôles de compétitivité. Et saviez-vous qu'il tire son nom de l'Oise, affluent majeur de la Seine, qui le traverse après avoir pris sa source en Belgique et parcouru tout le nord-est de la France. Alors, pour parler du Val d'Oise avec nous aujourd'hui, eh bien Philippe Métézo, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, président de la commission Action sociale santé, domaine que vous connaissez bien, car vous êtes élu à la présidence de la Fédération hospitalière de France du Val d'Oise et vous aviez présenté un rapport à Marisol Touraine consacré au décloisonnement des politiques publiques de solidarité, coordination inter-institutionnelle entre acteurs. Vous êtes aussi adjoint au maire d'Argenteuil, chargé là aussi de l'action sociale et santé. Mais avant, professionnellement, vous êtes ingénieur de recherche de formation, docteur d'État, et vous avez assuré la direction de l'INSERM, l'Institut Pasteur de cytométrie en flux. Vous nous expliquerez ce que c'est peut-être tout à l'heure. Et vous y avez renoncé en 2005 pour vous engager en politique, et vous êtes plutôt de tendance, on va dire, centriste, mais sans étiquette. Ensemble, nous verrons aujourd'hui le plan régional de santé appliqué dans le Val d'Oise qui vient d'être adopté et le plan régional d'insertion également du Val d'Oise. À vos côtés, Paul Nathan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. D'expert comptable, vous êtes passé à la formation car vous avez racheté IFCP, un institut de formation en alternance et en continu, dont le siège social est à Saint-Ouen-l'Aumône. Ensemble, nous verrons comment on accède aux programmes proposés, lesquels, les évolutions des demandes des adultes comme des jeunes. Vous êtes également juge consulaire au tribunal de commerce de Pontoise et membre du conseil d'administration bénévole de l'Institut médico-éducatif Val-Fleury à Boissy, l'Alerie pour enfants polyhandicapés. Alors, tout de suite, les infos à retenir. Eh bien, on va d'abord partir au sport. C'est le débrief du sport avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, l'équipe de France est championne du monde. Oui, vous avez bien entendu, championne du monde. Vous avez l'air surprise Florence, et vous avez raison. Pour la première fois depuis 2006, l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans a remporté le titre mondial en battant hier à Béziers l'Angleterre et surtout en ayant éliminé les redoutables Blacks champions du monde en titre en demi-finale. C'est une véritable performance et une excellente nouvelle pour le rugby français, surtout par les temps qui courent. Car à l'autre bout de la planète, la grande équipe de France de rugby a disputé un match plein de courage et de solidarité contre les All Blacks, champions du monde. Mais après 12 minutes de jeu, elle se retrouvait à 14, Benjamin Fall, l'arrière des Bleus, ayant reçu un carton rouge pour un mauvais geste sur un adversaire. En infériorité numérique, la France allait se faire massacrer, surtout après les 50 points encaissés la semaine dernière contre le même adversaire. Eh bien non, l'équipe de France s'est accrochée pour tenir encore et toujours, et s'incliner bien sûr, mais 26-13.
C'est une défaite, bien sûr, une de plus contre les All Blacks, la 14e de suite, mais celle-ci a quand même un petit quelque chose d'encourageant. Mais on verra surtout samedi pour le dernier test match si les Français sont vraiment capables de poser des problèmes aux champions du monde. Ça y est, elle a enfin commencé. Oui, la Coupe du Monde de football est enfin lancée. Ne cachez plus votre joie, Florence. Ah bah non. Je vois bien que cela vous met dans tous Bah oui. tous vos états, mais de là à vous voir avec des peintures bleu, blanc, rouge sur les joues un lundi matin, ça Merci, alors... merci. Je vous taquine, bien sûr. Mais ne faites pas la timide. Vous avez raison d'afficher les couleurs de la France qui est en tête de son groupe après avoir écrasé l'Australie 2-1 samedi. Remarquez, là, je m'emporte peut-être un peu, car les Bleus n'ont rien écrasé du tout. Ils ont juste remporté une laborieuse victoire contre une équipe certes solide, mais qui ne devrait pas aller bien loin dans cette épreuve. Et pourtant, les hommes de Didier Deschamps ont souffert. Ils avaient fait le plus dur en ouvrant la marque, mais ils ont trouvé le moyen de se faire rejoindre avant de repasser devant au score grâce à un but heureux de Paul Pogba. En tout cas, la France a déjà marqué l'histoire de cette Coupe du Monde en étant la première équipe à bénéficier dans le même match à la fois de l'arbitrage vidéo qui a accordé un penalty transformé par Antoine Griezmann et la goal line technologie qui a validé le but de Pogba en prouvant que le ballon avait bien franchi entièrement la ligne de but. Voilà, les Bleus ont fait le minimum syndical, mais ils devront vite élever leur niveau de jeu s'ils veulent se simplifier la vie. Dès jeudi contre le Pérou, les hommes de Deschamps peuvent s'ouvrir les portes des huitièmes de finale avec un succès qui ferait un bien fou à tout le groupe. L'occasion pour vous, Florence, de vous repeindre le visage. J'ai dit laborieuse victoire, Bien sûr. mais que dire alors des gros favoris de cette Coupe du Monde? L'Espagne, tenue en échec par le Portugal 3-3 au terme d'un match superbe. L'Argentine, finaliste malheureux il y a 4 ans, incapable de battre l'Islande 1-1. L'Allemagne, championne du monde, battue 1-0 par le Mexique. Et le Brésil, l'énorme favori, accroché par la Suisse 1-1 hier soir. Alors, quelle est la seule équipe parmi les favoris à avoir gagné? C'est la France, mesdames, messieurs. En tennis, vous l'aviez peut-être oublié, mais des Français qui gagnent, ça existe. Hier, Richard Gasquet a remporté le 15e tournoi de sa carrière en battant son compatriote Jérémy Chardy. Bien sûr, là, on ne parle pas de Roland Garros ou de Wimbledon, mais du tournoi d'Hertogenbosch qui se joue sur gazon aux Pays-Bas. Une bonne nouvelle toutefois pour Gasquet, à 2 semaines du prestigieux tournoi de Wimbledon. Et puis Florence, comment ne pas parler de Roger Federer, votre idole? À près de 37 ans, il a non seulement remporté hier le 98e titre de sa carrière en battant le Canadien Raonic en finale du tournoi de Stuttgart, mais il est aussi redevenu numéro 1 mondial. Alors Florence, vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez un peu de place sur vos joues pour y mettre les couleurs de la Suisse. Eh bien, Au revoir et à la semaine prochaine. Eh bien, c'est noté, c'est ce que je ferai pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Mais c'est vrai qu'on était très surpris par la défaite du Brésil et par Match nul celle du de Brésil. l'Allemagne. Oui, enfin, des matchs nuls, mais quand même. Ça ressemble à une défaite. Voilà. Allez, autre info à retenir, eh bien, c'est la discussion sur le futur budget de l'Europe 2021-2027 qui vient de s'achever le 14 juin dernier. Parmi les propositions faites par la Commission européenne au Conseil de l'Europe, il conseille d'investir 9,2 milliards d'euros dans le premier programme numérique de l'Union. Enfin, 5 domaines ont été identifiés: supercalculateur, intelligence artificielle, cybersécurité, compétences numériques. 2,7 milliards d'euros seraient alloués aux supercalculateurs dotés de capacités hexaflopiques, c'est un peu compliqué, et puis au traitement de données en Europe d'ici à 2023 et 2027. C'est ce qu'a expliqué Maria Gabriel, la commissaire pour l'économie et la société numérique. 2,5 milliards d'euros pour favoriser la diffusion de l'intelligence artificielle en Europe, avec la suggestion de créer des bibliothèques européennes communes d'algorithmes accessibles à tous, des plateformes ouvertes et des espaces communs de données dans des pôles d'innovation numérique où les petites entreprises comme les acteurs locaux pourraient trouver la connaissance et des installations d'essai. 2 milliards d'euros dédiés à la cybersécurité pour assurer la promotion de l'industrie de la cyberdéfense et la cybersécurité de l'Union européenne. 1,3 milliard pour la transformation numérique de l'administration publique, des services publics et leur interopérabilité à l'échelle de l'Union européenne. Et puis enfin, 700 millions pour développer les compétences numériques des Européens par des cours de formation à long ou à moyen terme. Voilà, seconde info du jour, eh bien, c'est le forum Black Hand qui a été démantelé. C'est l'une des plus importantes plateformes illégales actives en France sur le dark web. Ça, tout le monde sait ce que c'est, le dark web.
qui a été démantelé à l'issue d'une opération hors norme menée par les douanes, a annoncé samedi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Il proposait à la vente ce site depuis plus de 2 ans de nombreux produits et de services illicites comme des stupéfiants, des armes, des faux papiers, des données bancaires volées, selon le communiqué du ministre. La principale administratrice du site, une femme, et 3 autres personnes ont été interpellées près de Lille et du matériel informatique et plusieurs documents d'identité falsifiés ont été découverts. 4 000 € en liquide et environ 25 000 € dans diverses monnaies virtuelles ont été saisis. Les enquêteurs ont également pu accéder au contenu du serveur Black Hand et ils ont découvert que plus de 3 000 personnes étaient inscrites sur ce forum. Ensuite, dernière info pour aujourd'hui à retenir, c'est le fait que la Commission européenne a demandé à l'État français de réduire son budget de dépenses de 30 milliards. Invitée hier sur RTL, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé une réduction de son budget sans indiquer le montant de la baisse. Pourtant, le chiffre de 7 milliards d'euros avait été avancé par le Canard enchaîné la semaine dernière. Elle a tout de même confirmé que les conditions d'attribution à certaines aides sociales seraient revues. L'idée d'un versement unique des aides sociales est en réflexion au sein de l'État. Il existe actuellement 23 prestations familiales différentes, allouées en fonction des revenus de l'année N-2, d'autres en fonction des revenus de l'année N-1 et d'autres en fonction des revenus de l'année N. C'est donc très compliqué. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a indiqué la direction. Il faut rendre notre politique sociale plus efficace pour la population, avec en ligne de mire le retour à l'emploi ou la formation professionnelle, car la moitié des bénéficiaires du RSA n'ont toujours aucun accompagnement après 6 mois. Voilà un petit peu la direction de réflexion qui est prise par le gouvernement. En tout cas, c'est ce que l'on comprend. Autre sujet avec la ministre de la Santé abordé hier midi sur RTL, les coffee shops qui détournent le droit pour vendre un dérivé du cannabis, a-t-elle dit. Aujourd'hui, toute vente de cannabis à usage récréatif lorsqu'il contient du THC, quelle que soit la dose, est normalement condamnable. Mais la législation sur les 0,2% peut être un peu floue, a-t-elle relevé. En tout cas, elle indique qu'une décision, elle espère qu'en tout cas qu'une législation de droit sera prise d'ici la fin du mois de décembre. Le droit dit que le chanvre peut être utilisé à des fins industrielles, mais quand il contient moins de 0,2% de THC, la substance donc active du cannabis, il ne parle pas de produits en cigarette, mais de la plante. Or, ces magasins détournent le droit en disant que leurs cigarettes contiennent moins de 0,2% de THC. Voilà pour les infos du jour. Tout de suite, une petite pause musicale et après, on donne la parole à Philippe Métézo, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, président de la commission Action sociale et santé. J'ai oublié mon portable. Ah bah oui, c'est embêtant. Bonne émission. Merci. Merci. Et voilà, moi je ne parle plus. Enfin, presque. Ah, ça change de Oui, bah il faut bien, parce que Ah, j'aime bien. à cause du concert de Vitalik vendredi à Anguin, J'y étais ou pas? bah bien sûr. J'y étais Donc, moi aussi. ah oui. Ouais, j'ai fait un petit tour là-bas. Je suis Donc exprès j'ai pour fait, voir. pendant 10 jours, on a passé de la musique électro pour faire découvrir au public que la musique électro, c'est pas que de la musique de recherche. Il y a un peu boum boum, il y a d'autres choses. Il y a des choses plus abordables, donc c'est ce qu'on a fait. Radio Orient, c'était souvent l'accordéon et les pauses musicales. Si je fais mes vieux souvenirs. Non, on a une heure Oui, je sais. d'accordéon Je sais. tous les jours. Indépendamment de ça, j'ai remarqué. Non, mais ça a beaucoup changé. Hein. Oui, j'ai écouté. Ça a beaucoup. Heureusement, il ne veut pas. Ouais, c'est Quelques pages qui sont Il en faut pour tous les goûts. En fait. Oui, bien sûr. Il y a des très bonnes émissions musicales le soir. Il y a de la musique classique vers 17h. Après, il y a du jazz, il y a du folk, il y a du country, du funk, du rock, il y a tout. La dance aussi. De la dance, oui, je sais plus qui fait ça. Christophe. Ah, je sais pas. On y retourne? On va y retourner. Attendez, que je m'y prépare. Philippe, alors nous sommes sur EDFM, bien sûr, avec Philippe Métézo. Côté musical, vous venez d'entendre I Believe, une magnifique chanson qui vient de sortir. Vous avez compris, les mois de juin sont des mois de festival. On entre dans le festival de jazz qui va se dérouler bientôt à Anguin. Donc,
En lieu et place de la musique électro de la semaine dernière, eh bien on va commencer des découvertes dans le jazz à partir d'aujourd'hui. Alors Philippe Métézo, vous êtes en charge au conseil départemental du Val d'Oise de la commission Action sociale santé. Peut-être une réaction sur les 2 points que j'évoquais, dit par Agnès Buzyn hier sur RTL? Sur le premier point, sur tout ce qui pourrait ressembler à une libéralisation de la consommation du cannabis, je crois qu'il ne faut pas ignorer le grave problème de santé publique que posent toutes les addictions et en particulier celle-là. Et moi je pense que tout ce qui peut être interprété comme une libéralisation ou une facilité pour la consommation de ces produits, c'est vraiment à proscrire et à regarder avec beaucoup de prudence. Donc j'espère, si les décisions sont prises dans le sens d'une facilité, que ça n'ira pas trop loin et le mieux ça serait vraiment de ne rien changer sur ce point-là. Sur l'autre point que vous avez signalé, sur les dépenses sociales, alors c'est vrai que c'est factuel, je vois dans un département comme le Val d'Oise, nos dépenses sociales c'est le premier budget du département, c'est plus de la moitié du budget total, donc c'est vrai qu'on peut se poser la question du montant de ces dépenses. Mais il y a des économies qui sont sans douleur, je pourrais vous en citer dans la suite de l'émission, c'est d'abord par celle-là qu'il faut commencer. Alors après, lesquelles, oui, allons-y. Lesquelles, eh bien, par exemple, la multiplicité des allocations que vous signaliez, forcément, c'est des dossiers qui doivent être étudiés 23 fois, puisque vous signaliez le nombre de 23 allocations, il y en a certainement qui sont à regrouper. C'est très compliqué aussi pour certaines personnes qui en bénéficient. Je pense par exemple, juste un simple exemple, une personne qui perçoit le RSA doit déclarer ses revenus, c'est bien normal, mais c'est les revenus de l'année passée et donc avec toutes les approximations que ça peut avoir, eh bien, il suffit que cette personne ait un enfant qui fasse un stage rémunéré, même très faiblement, d'une centaine d'euros par an, et que cette personne oublie de déclarer qu'un de ses enfants a fait un stage rémunéré, aussi peu rémunéré soit-il, eh bien, elle va percevoir une allocation indue qu'elle va devoir rembourser. Donc, c'est évidemment très désagréable pour la personne qui l'a perçue, et c'est un petit budget, mais c'est l'administration aussi qui doit faire un travail qui forcément est coûteux. Donc, certainement que je crois que, avant de dire économie, il faudrait d'abord dire simplification. Et puis après, nous verrons comment, comme on le dit toujours, faire mieux avec moins ou avec pas plus. En tout cas. Alors, vous nous disiez donc que le budget du Val d'Oise, au niveau de l'action sociale, c'est la moitié, même plus, oui, du budget. C'est un peu plus de la moitié de tout le budget du conseil départemental. Donc, effectivement, c'est une très lourde charge. Je distinguerai dans ce budget 2 gros chapitres. Il y a ce qui dépend des choix et des décisions du conseil départemental. Là, donc, il est tout à fait libre de faire ou de ne pas faire. Et puis, il y a ce qui lui est imposé par l'État. Je citais tout à l'heure le RSA, mais il y a aussi d'autres allocations ou aides qui sont versées. Et là, l'État fixe le montant, l'État fixe les conditions d'attribution et le département ne peut que payer, ne peut que financer. Donc, en général, c'est bien que les décideurs soient les payeurs et non pas l'inverse. Donc, là aussi, il y a un petit morceau sans doute de décentralisation qui a été oublié et qui n'a pas été rétabli. Le RSA, c'est 200 millions par an, c'est beaucoup. Pour le Val d'Oise. Rien que pour le Val d'Oise, 200 millions par an. Voilà, c'est, je vais dire, c'est 15 lycées, 15 collèges, la construction de 15 collèges par an. Donc je ne dis pas du tout que c'est une dépense inutile. Je suis un défenseur du RSA, mais je suis aussi un défenseur de la réforme et des adaptations qu'il devrait avoir. Est-ce que on vous consulte pour les idées de réforme ou c'est fait intra-gouvernemental? Alors on a été consulté pour la mise en place du RSA puisque le département du Val d'Oise a été un département pilote, expérimental. Malheureusement, le RSA s'est mis en place avant qu'on ait pu donner nos conclusions. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, on voit bien quelques effets pervers et on voit bien qu'à travers un dispositif tout à fait vertueux, parce que le grand principe du RSA par rapport au RMI et ce qui existait avant, c'était de dire, premier grand principe, quelqu'un qui recommence à travailler, même si c'est à temps partiel, même si c'est un petit boulot, il doit gagner plus qu'avant d'avoir repris son travail. Ça, c'était la justice et c'était tout à fait pertinent. C'était le premier grand principe. Et le deuxième grand principe, c'était de faire en sorte que le RSA soit une allocation limitée dans le temps si possible. Et il fallait
utiliser ce temps pendant lequel les personnes perçoivent cette allocation pour leur trouver RSA. Le A, c'est activité. Donc pour pouvoir les remettre dans une bonne insertion dans la société. Il y a plusieurs façons de s'insérer, mais exercer une profession et gagner sa vie, c'est quand même une bonne façon de s'insérer dans la société. Tout ça, on s'efforce de le faire. On a des résultats qui sont intéressants, mais qui sont effectivement pas suffisants par rapport au nombre d'allocataires. Il y a un peu plus de 30 000 personnes qui sont au RSA dans le Val d'Oise. C'est un chiffre qui est en très légère décrue, mais malgré tout, il reste très important. Enfin, on sait qu'une partie de ce chiffre ne pourra pas diminuer. On sait à peu près la part. C'est difficile d'évaluer la part, mais on met en place la notion de parcours au département, c'est-à-dire qu'on regarde pourquoi la personne est au RSA. Alors ça peut être parce qu'elle n'a pas eu la bonne formation. Dans ce cas-là, c'est tout à fait important de pouvoir l'identifier, lui permettre de suivre cette formation, lui permettre, et je dirais même l'obliger en quelque sorte à suivre cette formation. Mais il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, par exemple parce qu'elles ont un problème de santé. Dans ce cas-là, il faut voir, est-ce que la personne ne devrait pas bénéficier d'une allocation handicapée? Alors ça concerne aussi le conseil départemental, mais c'est un autre service. Versons à la personne cette allocation handicapée et j'allais dire ne l'ennuyons plus et ne nous ennuyons plus à lui verser le RSA. Et puis après, il y a toutes les situations intermédiaires. Et je dirais, puis je conclurai peut-être là-dessus, sur ce sujet-là, il y a évidemment tous les jeunes dont aucun d'entre eux ne devrait avoir en tête quand j'aurai 25 ans, j'aurai droit au RSA, donc attendons d'avoir 25 ans. Pas du tout. Il faut essayer de faire en sorte que tous ceux qui peuvent échapper au RSA puissent le faire. Et je pense donc à différentes solutions qui sont proposées pour lever les freins à l'emploi, à l'accès à l'emploi pour les jeunes, avec des dispositifs qui s'appellent EVA, Entrée dans la vie active, ou bien d'autres mouvements, École de la deuxième chance, Mission locale, etc., qui doivent faire en sorte que les jeunes, justement, trouvent une activité professionnelle plutôt que, malheureusement, d'avoir comme seul objectif de bénéficier de RSA quand ils auront 25 ans. C'est la catastrophe. Heureusement, tous les jeunes ne raisonnent pas comme ça, mais n'y en aurait-il qu'un, il faut lui éviter de faire ce mauvais parcours. Mais enfin, on a encore beaucoup de travail à faire en France, parce que quand on voit qu'il y a des limites d'âge, tant pour certaines formations, tant à l'entrée qu'à la sortie, c'est-à-dire par exemple des jeunes qui ont... J'entendais une jeune fille qui avait 14 ans, elle est au bac, mais bon, évidemment c'est des cas exceptionnels, mais c'est comme ça qu'on fait avancer la société. Elle ne peut pas faire la formation, je ne sais plus ce qu'elle voulait faire, parce qu'elle n'a pas encore 16 ans. Donc il faut peut-être aussi qu'en France on soit plus souple. Et pareil pour des jeunes de 30 ans qui voudraient se reformer, ou même des 40. On parle tout le temps des jeunes, mais on oublie ce qu'on appelle les seniors ou les plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne leur permet pas de faire non plus des formations pour se réinsérer, comme vous dites. Et là, je crois qu'on a un gros travail en France de réflexion à mener sur ce thème. Alors la formation, vous avez tout à fait raison, la formation après tout au long de la vie, comme on dit. Donc là, c'est une compétence de la région, pour nous, c'est pas une compétence départementale, mais vous comprenez bien qu'il faut qu'il y ait effectivement un partenariat très fort entre le département et la région, et d'ailleurs, je me félicite de voir que ça progresse quand même beaucoup. Il y a encore des progrès à faire, on va s'efforcer de les faire avec la région, qui est un très bon partenaire pour nous. Bon, on a des bons espoirs donc pour le futur. Merci Philippe Métézo. Alors, on va tout de suite, on reviendra peut-être après aux différentes, politiques d'aide, si vous le voulez un peu plus tard. Mais en attendant, on va parler du plan régional de santé qui est appliqué dans le Val d'Oise, puisque vous venez de signer et de l'adopter en fait. Alors, il a été adopté par le conseil départemental à l'unanimité, donc ça montre que tout le monde partage largement la vision que l'on a. Il y a deux choses principales dans ce très lourd dossier qui fait 350 pages, et les 350 pages sont intéressantes. Il y a d'abord les propositions et les décisions de l'État, parce que ça émane de l'ARS, c'est le bras actif au niveau santé régional dans ce domaine. Donc il y a des décisions que nous prenons, dont nous avons pris connaissance, et puis on s'est efforcé évidemment de voir quelles sont les conséquences pour nous, le Val d'Oise, et sur quoi nous devons peut-être appuyer. Alors je peux citer 4 ou 5 priorités que nous ressentons pour le Val d'Oise. D'abord,
c'est dans le domaine de la périnatalité, la mortalité infantile, elle est trop importante dans le Val d'Oise. On n'est pas un bon département et malheureusement la situation a plutôt tendance à se dégrader. Alors les facteurs sont multiples, mais nous avons d'abord commencé, comme on dit familièrement, par balayer devant notre porte, donc c'est PMI, protection maternelle et infantile, qui vont devoir jouer un rôle accru. Ça, c'est une des priorités que nous fixons. Une deuxième priorité, c'est qu'on est un département où il y a beaucoup de cas, enfin beaucoup trop de cas de tuberculose et de VIH. Ce sont des maladies que l'on voit venir ou que l'on voit revenir, et il faut donc qu'on fasse aussi des efforts de dépistage et de soins. Ça, c'est le deuxième. Donc vous nous dites qu'il y a une recrudescence de la tuberculose et du VIH en Val d'Oise. Alors, recrudescence du VIH, non, mais un trop grand nombre de cas. Par contre, tuberculose, oui, malheureusement. Qui avait disparu. Qui avait pratiquement disparu, d'ailleurs, partout en France, et puis lié à beaucoup de facteurs, hein, la précarité de certaines personnes, l'arrivée de personnes étrangères qui ne sont pas vaccinées, par exemple, et qui peuvent être porteurs de virus. Donc tout cela concourt à ce qu'il y ait un trop grand nombre et un nombre qui progresse de tuberculose. Et puis vous savez qu'on est un département où Roissy est tout près. Donc effectivement, c'est aussi on va dire un facteur aggravant. Et puis nous avons alors des propositions positives, et j'en citerai simplement deux. Hein, le fait que dans le Val d'Oise, on souffre d'une désertification médicale, à peu près dans tout le Val d'Oise. Toutes les villes du département ne sont pas logées à la même enseigne, mais dans certaines villes, c'est difficile partout et c'est très difficile dans certains secteurs. Même Enghien fait partie des Même villes Enghien, qui désertifiées. pourtant est une des villes les moins défavorisées, je vais dire, sur ce plan-là. Effectivement, on a du mal à trouver des médecins. Alors, je ne dis pas dans le fin fond du Vexin. On parle de généralistes, là. De généralistes, oui. Dans le fin fond du Vexin, c'est encore pire, hein, le manque de médecins. Donc, une des façons d'avoir des médecins, c'est effectivement de les attirer, et là aussi, si je m'exprime familièrement, je veux dire de les piquer aux autres départements. Bon, c'est pas très glorieux, mais soyons un département attractif, c'est très bien, parce que c'est aussi une activité économique, la médecine. C'est pas un gros mot de dire cela. Et puis, il y a une autre façon, sans doute, de les attirer, c'est d'avoir une formation des médecins dans le Val d'Oise, un centre hospitalier universitaire. Actuellement, ils sont presque tous à Paris. Et aucun dans la Grande Couronne, aucun dans le Val d'Oise. C'est pas normal. C'est pas normal que nous n'ayons pas un CHU dans le Val d'Oise. Donc c'est une idée personnellement que je défends depuis longtemps, mais là qui est maintenant très largement partagée, y compris par des CHU parisiens qui disent mais nous on a un peu trop d'internes à former, ça peut nous poser des problèmes. Donc ils ne verraient pas forcément cela d'un mauvais œil. Donc ça c'est une proposition que nous faisons et sur laquelle nous allons dans les années à venir nous battre. Et puis une autre, alors elle est plus modeste, mais vous voyez, on parlait tout à l'heure de ce qui coûte cher, et je disais il faut essayer de faire mieux avec un peu moins de moyens quelquefois. C'est des catégories de médecins, alors c'est valable pour les médecins du travail, pour les médecins scolaires et pour les médecins dans les EHPAD, dans les établissements qui reçoivent des personnes âgées. Tous ces gens-là, tous ces médecins-là n'ont pas le droit de prescrire. Un médecin scolaire, alors il y a très peu de médecins scolaires, hein, bon, mais un médecin scolaire, un médecin du jour où il est reçu comme médecin scolaire, il n'a plus le droit de faire une ordonnance. Donc qu'est-ce que fait une infirmière qui va constater qu'un enfant a un problème de vision ou bien n'est pas à jour dans ses vaccins? Elle va dire aux parents, écoutez, emmenez-le chez le médecin, qu'on a du mal à trouver, on en parlait à l'instant, pour faire les rappels de vaccins, prescrire et tout ça. Il faut quand même qu'on arrive à changer un peu de mentalité. Il y a une époque très 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 lointaine où les médecins libéraux avaient peur de voir leur patientèle partir et disaient il faut qu'on conserve nos patients. Donc attention, il ne faut pas que tous les médecins puissent faire des ordonnances. On n'en est plus là. Je ne connais pas personnellement, et je pense vous non plus, de médecins qui disent je suis dans mon cabinet, j'attends le patient qui ne vient pas. Voilà. Donc ça a l'air d'être des mesurettes prises séparément, mais utilisons au mieux les médecins que nous avons déjà. Et puis après, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses dans ce rapport, mais l'émission n'y suffirait pas si je devais toutes les aborder. Philippe Métézeau, donc vous venez de nous annoncer que vous allez vous battre, en tout cas le Val d'Oise, pour avoir un CHU
en Val d'Oise et puis que vous souhaitez plus de médecins généralistes en Val d'Oise, notamment mieux déjà utiliser les médecins existants, quel que soit le lieu où ils exercent. Vous pensiez aux médecins scolaires, aux médecins dans les maisons médicalisées. Avant de vous redonner la parole, on va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et puis on revient toujours pour parler de santé avec vous sur IDFM. C'est ça? C'est Amber Eyes là? Ah, je peux faire ça. Ça change l'étiquette. Ouais. Oui, parce que si je vous pose une question sur tout ce qui est. Enfin, moi, je le vois dans la C'est pas mal, Italie qui revient. Deux. Italie qui revient. Ah. Point du rapport. Vous allez en parler ou J'ai compris l'Italie. Bah, si on peut parler, J'avais pas je sais compris. pas si c'est prévu. Florence? Florence, j'aimerais poser une question par rapport aux Val-Fleury et des métiers qu'on a qui sont en pénurie. C'est possible? Ah bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Faites-moi un petit signe, hein, que je le vois, moi, donc je vous vois. J'ai fait un petit signe tout à l'heure. Oui. Ah bon? J'écoutais pour noter, donc j'ai pas... Et dans la suite, vous comptez parler des emplois francs ou pas? J'avais pas prévu d'en parler. Parce qu'en fait, j'ai posé... Quel rapport avec la médecine et les Rien, emplois francs? rien. Enfin, Ah. Si, un cabinet médical qui est dans un territoire Voilà, absolument. concerné, les médecins ont des avantages. Le problème, c'est que souvent, ils changent de Mais leur attendez, c'est tellement limité les emplois francs en Val d'Oise. Il y a des petites zones qui ont droit, il n'y a pas beaucoup de zones, hein, c'est Cergy-Sarcelles. par rapport à l'ensemble de la France, il y a beaucoup de zones. Oui. Ils le font à titre de test. Mais ce qu'il y a d'intéressant. Ça fait combien de temps là? Professionnel. C'est 30 ans, non? Oui. On va pas tarder à reprendre. C'est pas une niche aux emplois francs. C'est un déchet. Je suis pas sûre, hein, Jacqueline, que tu aies du temps, on va voir. On verra. Je sais pas. Allez, on y retourne. C'est bon? Voilà, sur IDFM, c'était Amber Eyes avec Bad at Love. Et le premier titre tout à l'heure que je vous ai fait écouter, c'était Alex Hepburn, I Believe. Alors, nous parlions avec Philippe Métézo des avancées sur lesquelles le Val d'Oise va se battre. C'est notamment la création d'un CHU et puis le fait qu'il y ait plus de médecins généralistes en utilisant mieux les possibilités existantes. Alors, notre autre invité du jour, Paul Nathan, vous avez une question également à poser à Philippe Métézo. Oui, ça c'est par rapport à ma casquette Val-Fleury et donc IME. C'est effectivement de se dire il y a toute une série de métiers sous tension, dont par exemple les kinés ou les orthophonistes, où effectivement là on a dans ce type d'institut qui s'occupe d'enfants polyhandicapés, on a besoin de personnel et on a énormément de mal à en trouver. Alors est-ce que dans votre rapport vous amenez des solutions en la matière, en tout cas qui devraient nous aider à moyen terme à pouvoir résoudre une partie du problème? Alors, il y a deux choses que vous répondre à ce sujet-là. D'abord, effectivement, il y a une cartographie qui montre là où il y a des manques et là où ils sont plus criants qu'à d'autres endroits. Donc ça, c'est bien répertorié et le Val d'Oise va être divisé en 3 parties pour pouvoir traiter peut-être différemment sur l'installation de tel ou tel spécialiste ou profession paramédicale, parce que vous avez tout à fait raison, on manque de médecins, mais on manque aussi d'infirmières, de kinés, de professions paramédicales, d'orthophonistes, ça c'est dramatique. Donc l'autre point d'avancer, alors je dirais toujours pareil avec ce souci de dire essayons d'utiliser au mieux déjà les professionnels que nous avons. Il y a une notion qui est indiquée par l'ARS et qu'on partage tout à fait, c'est la notion de parcours. Alors, je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est la personne qui sort de l'hôpital, eh bien, elle a un médecin hospitalier, elle a un dossier à l'hôpital, mais ce dossier est très insuffisamment partagé avec son médecin traitant, avec l'infirmière, avec le kiné si elle a besoin d'un kiné, cette personne, et puis avec les travailleurs sociaux qui doivent aussi organiser tout ça. Donc il est prévu que pour certaines pathologies, à titre expérimental, ça va être limité, mais ça devrait s'élargir après, il puisse y avoir un dossier qui soit partagé, que tout cela se fasse par informatique avec évidemment toute la préservation de la confidentialité et de la protection des données, ça c'est un point très important.
pour pouvoir utiliser au mieux, qu'il y ait le moins de perte d'énergie possible, le moins d'examens qui puissent doublonner, qu'un médecin ne demande pas un examen qui a été fait avant. Donc ça c'est assez bien traité dans l'ARS et moi je mets beaucoup d'espoir dans cette notion-là, cette notion de parcours qui va associer tous les professionnels de santé. Évidemment, ça ne concerne pas que le département du Val-d'Oise, ça concerne aussi des communes, puisque les services sociaux des communes, les CCAS, Centres communaux d'action sociale, seront certainement mis à l'épreuve, si je peux dire, pour pouvoir mise à contribution en tout cas, pour pouvoir participer à tout cela. Alors il avait été aussi question de relever le quota des médecins. C'en est où cette idée? Et puis autre sujet, la télémédecine en Val d'Oise, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du conseil départemental? Alors renouveler le quota, oui, c'est fait, mais vous savez évidemment qu'il y a un effet retard et qu'entre le moment où on le décide et le moment où vraiment il y a des résultats, il se passe 7, 8, 10 ans, donc ça n'est pas la solution à court terme. Même si quand même, nouvelle un petit peu rassurante au milieu de beaucoup de nouvelles qui le sont beaucoup moins, il semble que le creux de la vague soit dépassé, qu'on commence en 2020, on dit qu'on commencera à réavoir davantage de médecins. Mais on part de tellement bas que ce sera un petit peu difficile. Ça, c'est pour... Donc on aurait 3 années difficiles et après ça ira mieux. Ça ira mieux progressivement, mais on n'est pas encore au bout de la solution. Et vous aviez une... La télémédecine. Alors, la télémédecine, oui, ça aussi c'est un point important. Donc la télémédecine, souvent les mots font un peu peur parce qu'on dit, au lieu d'avoir devant moi un médecin, je vais avoir une machine. Ça peut être vu comme ça, mais ça serait une erreur de le voir comme ça. Si par exemple on équipe les établissements qui reçoivent des personnes âgées dépendantes de systèmes qui permettent de faire quelques examens sans sortir la personne de l'EHPAD, sans l'emmener à l'hôpital, tout ça c'est toujours traumatisant et souvent encore plus pour une personne âgée. La télémédecine c'est ça, c'est faire des examens à distance. Ce que l'ARS pointe, et nous y avons été sensibles, c'est que ce type de progrès, tout ce qui est lié à la recherche médicale d'une façon générale, et la télémédecine en particulier, ça doit aussi sortir des établissements parisiens. Donc je rejoins, si vous me permettez, ce qu'on se disait avant sur la création de CHU. C'est pas seulement avoir des médecins, c'est aussi avoir des secteurs de recherche qui permettent de mettre en place, de bénéficier de tous les progrès de la médecine. À Enghien, il y a les entretiens médicaux d'Enghien qui se réunissent périodiquement. C'est un sujet qui est bientôt, fin septembre, qui est souvent traité et je ne serais pas surpris qu'il y ait justement des sujets sur ce type de mieux partager les équipements de télémédecine et mieux faire bénéficier ceux qui peuvent en être précisément demandeurs. Merci en tout cas pour toutes ces avancées du conseil départemental pour les années à venir. Alors, second sujet avec vous, on va parler du plan régional d'insertion du Val d'Oise, notamment pour l'insertion professionnelle. Vous aviez donc quelques annonces à nous faire. Vous avez... Alors, on y a déjà fait un peu allusion tout à l'heure, voilà. Parce que voilà, il y a l'idée effectivement, c'est que nous prenons, alors ça c'est pas une nouveauté, ça marche bien comme ça, c'est que chaque cas est un cas particulier. On ne traite pas des dossiers, on traite des hommes et des femmes qui, à un moment de leur vie, se trouvent sans solution et bénéficient d'une allocation qui s'appelle le RSA. Et il faut bien que tout le monde soit conscient que c'est une allocation de survie, c'est vrai, qui est très modique, donc qui est très compliquée, mais ça doit être notre principal but, c'est d'accompagner la personne et de lui permettre, de nous permettre de bien évaluer les difficultés qu'elle a, pourquoi cette personne se retrouve au RSA, et puis d'essayer de la mettre dans le bon parcours, soit lui procurer des soins, soit lui faire une formation, soit toute autre possibilité. Là aussi, si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, le profil a un peu changé de la personne au RSA. Il y a RMI d'abord, puis RSA ensuite. Il y a pas mal d'années, le portrait robot, c'était l'homme seul qui se retrouvait au RSA. Aujourd'hui, c'est plus l'homme seul, c'est aussi bien sûr l'homme seul dans quelques cas, mais c'est aussi de plus en plus souvent la femme avec des enfants.
femme isolée avec des enfants. Et vous imaginez que la façon d'apporter une solution n'est pas du tout la même. Une femme qui a des enfants, d'abord, je dois le dire, elle est beaucoup plus motivée que l'homme seul pour chercher à s'en sortir, hein, comme on peut dire, mais elle a beaucoup de problèmes qui se posent, ne serait-ce que la garde des enfants, par exemple. Donc nous avons dans le département du Val d'Oise des crèches qui permettent d'accueillir les enfants de ces femmes-là, à condition évidemment que les personnes en question, en parallèle, fassent une formation ou reprennent un travail qui est souvent un travail précaire, mais enfin qui leur permet de sortir un peu de chez elles et d'imaginer l'avenir de façon un petit peu moins sombre. Donc ce changement de personne au RSA, ça nous oblige constamment à adopter nos façons de faire. Et pour ce qui est du retour à l'emploi, alors là, je retourne vers votre autre invité. Oui, on va lui passer la parole tout de suite. Simplement pour lui dire qu'on travaille par exemple avec la CGPME ou avec le MEVO pour qu'ils puissent nous signaler les métiers en tension et puissent par des systèmes qui sont évidemment assez modestes, pris un par un, mais qui s'additionnent les uns aux autres, des pratiques de coaching ou pour pouvoir accompagner c'est essentiellement des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, pour les amener vers une profession en tension où on sait que l'offre existe. Mais il ne suffit pas que l'offre existe, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à bénéficier de l'offre. Donc de plus en plus, on essaie, services sociaux et services économiques sont tout à fait poreux, sûrement pas assez, mais l'idée progresse et je serais ravi si elle pouvait progresser encore. Alors Paul Nathan, justement, quelles sont les formations les plus demandées en ce moment, puisque vous proposez à la fois des formations en continu et de la formation en alternance pour des plus jeunes? Alors je vais commencer tout d'abord par la partie alternance. La partie alternance, à l'IFCP, on fait essentiellement des BTS en alternance, donc 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Et là, on voit que parmi les BTS qu'on peut faire, il y a 3 BTS qui tirent les autres. C'est un BTS, alors avant il s'appelait NRC, négociation, relations clients, et là, à compter, il y a une réforme des BTS et il va changer de nom, et c'est dans l'air du temps, il va s'appeler NDRC, négociation, digitalisation et relations clients. Donc là aussi, nous, en termes d'enseignement, il va falloir s'adapter à ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier BTS qui est assez porteur. Il y en a un deuxième qui est management des unités commerciales. Donc là, c'est plutôt des vendeurs sédentaires. Donc on voit dans les métiers en tension, pour reprendre votre point, tout ce qui tourne autour de la vente, ça fait partie des métiers en tension. C'est-à-dire que vous voulez dire que les entreprises recherchent du monde, elles ne trouvent pas. Absolument. C'est ça que vous voulez nous dire. Absolument. Troisième cas de figure, ou troisième BTS, c'est tout ce qui tourne autour des assistantes de gestion PME-PMI, qui va évoluer aussi. Là, c'est des postes polyvalents, où on demande à la personne de faire un peu de compta, un peu d'accueil, un peu d'administration des ventes. Un peu de suivi commercial. Absolument. Et donc, ça répond totalement à la PME. Et on sait que la PME est quand même l'endroit où il y a le plus de création d'emplois aujourd'hui. Après, on a un quatrième BTS, et là, c'est un métier en tension et on a du mal. Curieusement, c'est sur tout ce qui tourne autour de l'informatique. Et en fait, dans l'informatique, il y a deux filières, soit les réseaux, soit les développeurs. Et là, on se rend compte qu'en alternance, et je parle qu'en alternance, il y a un problème parce que les entreprises cherchent des gens déjà avec un minimum de qualification. Donc vous voulez dire que les entreprises, elles cherchent du monde, mais elles ne sont pas tout à fait d'accord pour les former, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, c'est tout à fait ça. Donc ils vous disent, votre jeune, il a le bac, revenez dans 2 ans quand il aura le BTS. Et à ce moment-là, je le prendrai avec plaisir. Donc je suis en train d'essayer de développer une licence pro, parce que ça sera sûrement plus facile de placer les jeunes. Et c'est très compliqué, aujourd'hui, en tout cas pour nous dans le Val d'Oise, de caser des jeunes passionnés par l'informatique, mais qui n'ont aucune expérience. Alors là, on a donc on reçoit bien sûr au bar de l'économie beaucoup d'entreprises, des TPE comme des grandes entreprises, et les entreprises nous disent que le problème avec l'alternance, c'est que on les forme pendant 1 an, et puis certains
au bout d'un an, vous disent ah ben moi je m'en vais, enfin au bout du contrat d'alternance, pas forcément de l'année, parce qu'il peut durer 2 ans bien sûr, et ben je m'en vais, ou alors je veux le doublement de mon salaire. Et donc là, à chaque fois, ça leur pose quand même un gros souci. Est-ce que là, on n'aurait pas aussi quelque chose à faire? Alors, sur l'alternance, en tout cas sur les BTS qu'on fait en contrat de professionnalisation, les règles sont bien établies. C'est un pourcentage du SMIC en fonction du bac qu'on a eu, bac pro ou bac général, et en fonction de l'âge. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'âge. Donc, à partir de là, c'est parfaitement établi, et normalement, c'est 2 ans. Normalement, on peut le faire en CDI, mais les entreprises préfèrent les CDD. Donc voilà, donc c'est très normé, et le souci, c'est plutôt, effectivement, si ça se passe moyen avec le jeune, que ça soit de la faute du jeune ou de la faute de l'entreprise, là, ça peut à un moment être plus compliqué, évidemment. Bien sûr. Alors, jusqu'à quel âge peut-on entrer dans un BTS? Il n'y a pas de problème, sauf que... si j'ai 40 ans et que je veux alors, me ça va être plus reformer, compliqué. qu'est-ce Ce qu'on que j'allais fait? vous dire, c'est le problème, c'est dès qu'on passe le cap des 26 ans, on est à temps partiel, puisqu'on n'est que 3 jours en entreprise, et par contre, la rémunération, c'est un SMIC à 100%. Donc du coup, ça devient cher, et ça devient un peu, pour l'entreprise, un peu rédhibitoire en termes... Il faut vraiment qu'il y ait un espèce de fit où, là, on marche avec les réseaux, qu'on connaisse l'entreprise, etc., pour que ça puisse se faire. Autrement, au-delà de 26 ans, c'est compliqué Donc ça reste encore très compliqué de faire un BTS au-delà de 26 ans. Absolument. Absolument. À cause de l'entreprise. Oui, et du coup, bien sûr, c'est pas l'entreprise, c'est l'entreprise. Le coût, elle est contente parce que souvent, elle a déjà quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Par contre, le coût, voilà. Alors, est-ce que la demande en formation continue est différente? Alors, oui. Elle est différente en ce sens qu'en BTS, c'est très polyvalent en termes de formation. En termes de formation continue, nous, ce qu'on fait, c'est des formations très ciblées qui sont beaucoup plus courtes. Et là, ce qu'on voit, c'est pratiquement, pour essayer de donner des pourcentages, 50% ça va être de la bureautique et de l'informatique, 25% ça va être des langues, et les 25% restants, ça va être du management, du commercial, de la sécurité. La sécurité est de plus en plus importante. Voilà, mais on voit que quand même, aujourd'hui, les demandes des entreprises tournent beaucoup sur la bureautique. Alors ça peut être les traditionnels Excel, beaucoup Excel, les tableaux croisés dynamiques, un peu de développement informatique, de la programmation, mais ça reste, et après, ponctuellement, des outils qui sont plus techniques, type InDesign, Photoshop, etc. Donc là, vous restez à l'écoute des entreprises à la base. Comment vous faites pour modifier vos programmes de formation? Alors, il y a des effets de mode. Là aussi, il y a des effets de mode. À un moment, il y a eu l'entretien de carrière. L'entretien de carrière, quand il a été lancé en complément de l'entretien d'évaluation, là, on a eu énormément de demandes. Et en même temps, les OPCA favorisaient, donc les organismes paritaires, collecteurs agréés, donc tout ce qui va changer avec la réforme, poussaient aussi ce genre de formation pour se mettre en conformité avec la loi. Donc, c'est l'effet de mode. Deuxième effet de mode, j'allais dire, tout ce qui tourne autour du bien-être. Donc, la gestion du stress. Par exemple, cette semaine, on va faire une formation sur l'affirmation de soi. Donc, on voit que ça, ce qui existait assez peu avant, est en train de se développer fortement. Et puis après, on peut avoir des demandes très, très spécifiques. À nous de trouver la solution. On a eu une demande de formation à l'œnologie. Ah oui. Parce que c'était une société qui travaillait énormément à l'export. Et par principe, quand on travaille à l'export et qu'on est français, on doit connaître le vin. Bon, et ben c'était pas le cas des commerciaux de la société en question. Donc ça, c'est plutôt amusant, je suppose, d'initier ce type de formation. Voilà, mais il faut trouver la réponse, c'est pas forcément évident. Voilà. Qu'est-ce que la réforme de la professionnalisation va changer pour vous? Est-ce que vous voyez déjà des changements à venir? Alors, pour nous, alors sur la partie BTS, c'est en cours, mais c'est des BTS qui évoluent. Ce qu'il va falloir voir, c'est jusqu'à quel point il va y avoir convergence entre l'apprentissage et les contrats de professionnalisation.
Donc pour l'instant, la réforme, elle porte plus sur l'apprentissage et nous, on touche au contrat de pro, donc on est moins impacté. Sur la formation professionnelle, on se rend compte qu'effectivement, nous, on travaille énormément avec les entreprises et par contre, on a de plus en plus d'appels de gens en recherche d'emploi, essentiellement en bureautique ou sur des logiciels comptables, etc. Et là, on voit bien qu'il va y avoir effectivement beaucoup plus de demandes de formation dans ce domaine-là. Alors, dernière question, c'est par rapport à Parcoursup, parce que beaucoup de parents s'inquiètent, les enfants, les jeunes aussi, bien sûr, mais les parents ne savent pas que si on n'a pas de réponse et si on n'est pas admis à Parcoursup, on peut quand même contacter les écoles directement et les centres de formation directement. Est-ce que comment ça se passe pour vous, côté BTS, là, par contre? Je reviens au BTS. Alors, par rapport à Parcoursup, déjà, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Vous êtes en dehors? On est en dehors. Les BTS sont tous en dehors? Pas du tout, parce que nous, on est organisme privé, donc en tant qu'organisme privé, nous n'avons pas le droit d'être sur Parcoursup. D'accord. Donc du coup, effectivement, on se retrouve, si vous prenez notre corps enseignant, dans notre corps enseignant, on a un certain nombre d'enseignants qui viennent de l'éducation nationale et qui font en parallèle des heures d'enseignement chez nous. Et donc souvent, c'est les profs en question qui indiquent à leurs élèves en disant... Comme on a plutôt de bons résultats au BTS, on est 10% en moyenne au-dessus des moyennes de l'académie. Donc c'est eux qui nous envoient les élèves. Donc aujourd'hui, moi mon message effectivement, c'est de dire si vous voulez faire un BTS en alternance, que vous êtes bloqué chez Parcoursup, venez nous voir, prenez rendez-vous et ça sera peut-être beaucoup plus facile de trouver une solution et de pouvoir faire un BTS en alternance. Voilà, un gros espoir aujourd'hui pour les parents. Appelez donc IFCP. Sergi Pontoise. On va peut-être donner votre adresse internet. Donc, Paul Nathan. paulnathan@ifcp.fr. Voilà, donc si vous voulez contacter... Paul.Nathan, excusez-moi. Paul.Nathan, ou alors le site internet c'est ifcp.fr. Tout simple. Oui, voilà, il y a tout simplement. dessus. Merci beaucoup pour cette bonne information. Je pense que là, il y a beaucoup de parents qui vont être très contents, puisque les jeunes sont en ce moment au bac ou préparent leurs épreuves de français pour cet après-midi. Et de philosophie. Philosophie, c'est ce matin. Français, c'est cet après-midi pour les premières. Allez, on va tout de suite écouter les infos du jour de Jérôme. Jérôme, quelles annonces aujourd'hui? Bonjour, alors je rejoins Benoît Vigoureux sur la France avec la Coupe du Monde de foot de 2018. Donc la France gagne la Coupe du Monde de 2018 sur tapis vert. Donc le gazon conçu en France, c'est d'ores et déjà installé dans les stades russes et ce sans passer par une phase de qualification. Donc le groupe danois DLF, dont la filiale française et le centre R&D sont basés en Maine-et-Loire, fournit 8 des 12 enceintes qui accueilleront les matchs ainsi que l'ensemble des camps de base. Donc quelques chiffres pour vous. DLF occupe la position de leader mondial du gazon avec une production de 80 000 tonnes par an. Donc je vous laisse imaginer quand on parle de rugby. La société emploie 845 personnes, dont 25 en France, et a réalisé... un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2017. L'entreprise équipe de nombreux stades en Europe, dont le Stade de France à Paris et le Stade Vélodrome à Marseille. Deuxième info du jour, Jérôme. Alors, Hong Kong, le sac Hermès le plus cher du monde a été vendu aux enchères. Vous verrez, c'est assez impressionnant. C'est à Hong Kong, début juin, que le sac le plus cher du monde a été vendu à un acheteur anonyme. Son prix dépasse tous les records. Donc, lors d'une vente aux enchères, à la maison Christie's, un sac Hermès a été vendu 380 000 $, soit 322 400 €. Alors évidemment, on se pose tous la question, pourquoi tant d'engouement pour un simple sac? On vous dira, mythique, la ligne Birkin est produite dans divers exemplaires. Le modèle Himalaya est fabriqué en peau de crocodile et incrusté de diamants. Il est vendu en boutique à partir de 8 000 € et il est produit en seulement 2 exemplaires par an. Merci beaucoup, Jérôme. À demain pour d'autres infos. Philippe Métézo, je vous propose de conclure par un petit mot, si vous le souhaitez. Écoutez, le petit mot d'abord, c'est pour vous remercier de m'avoir reçu ce matin. J'espère vous avoir donné une autre vision, ainsi qu'à vos auditeurs, de l'action sociale. C'est souvent un peu poussiéreux, l'action sociale, un peu austère. Bon, si j'ai pu vous montrer que le département menait ça de façon dynamique, j'en serais ravi, même si je sais qu'on a encore des progrès à faire. C'est-à-dire qu'on est même presque content qu'une réforme sur les 23 aides
va être réfléchi parce que c'est quand même le parcours du combattant, je dois dire, pour tous ceux qui ont besoin d'aide et comment faire parce que c'est pas toujours facile d'oser demander quelque chose. Merci beaucoup Philippe Métézo d'être venu. Merci Paul Nathan de nous avoir donné de l'espoir également grâce au fait qu'on peut vous contacter pour s'inscrire en formation BTS encore et on se quitte tout de suite en musique avec Eliane Elias, A Little Gossip. À bientôt, en tout cas non à demain. Bonne journée. C'est bien. J'aime bien le film. J'aime bien. Ah mince. C'est pas grave. Mais c'est énorme quand même. J'avais calé l'autre d'avant. Mais c'est. Il faut avoir